Embiid, coast to coast for 70. 7 straight points by Iverson. Looked like he was dead in the water. Maxi fires! Bonjour à tous et bienvenue dans 76. Aujourd'hui c'est encore Matt qui présente, Amine n'a pas pu se rendre disponible. Mais du coup je reçois un invité spécialiste de draft puisque les Sixers avaient le 3e choix et ont du coup drafté VJ Edgecombe. Mais pour en parler j'ai avec moi Jasper de Symbiose. Jasper, comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? Petite chaleur, enfin grosse chaleur, mais on est là pour scouter en ce moment, donc pas mal de rewatch. C'est cool de revenir un peu sur les joueurs, sur les performances et tout. Ça donne vraiment un autre avis, surtout que maintenant on a les équipes. Du coup, ça donne aussi un autre contexte, une autre projection. Donc j'ai hâte. Et la Summer League, mais bon, c'est la Summer League, on va pas non plus beaucoup s'y attacher. Ouais, c'est clair. Donc on a eu la draft qui a eu lieu fin de semaine dernière. Donc les Sixers ont sélectionné en 3. Il y avait pas mal de questions par rapport à ce choix, parce que beaucoup de gens disaient ça va être le moment où la draft commence, vu qu'on avait un consensus finalement avec Flag et Harper en 1 et 2, et il n'y a pas eu de surprise, c'est eux qui ont été sélectionnés lors des 2 premiers choix. Le choix des Sixers faisait beaucoup de questions, parce qu'on savait pas si déjà ils allaient sélectionner en 3, s'il allait avoir un trade down, si carrément ils allaient trader le choix pour un autre joueur. Enfin, il y avait pas mal de rumeurs par rapport à ce choix-là. Finalement, en fait, ils ont fait que ce que les mocks ont. La probabilité la plus grande a été faite, c'est-à-dire finalement ils ont sélectionné VJ Edgecombe en 3. Moi, c'est un choix qui m'a un peu surpris, je pense qu'on en parlera. C'est pas celui moi que j'avais en tout cas, c'est pas là où ma préférence allait. Mais bon, peut-être que les Sixers et Daryl Morey ont vu quelque chose en lui. Donc, pour revenir rapidement, Edgecombe, c'est un arrière de Baylor, qui était freshman, qui est plutôt vieux, entre guillemets, pour un freshman. On va dire que c'est pas le plus jeune. Il n'est pas aussi jeune, par exemple, que Bailey et Cooper Flag. Donc voilà, c'est un arrière déjà, on va dire, défensif, qui a eu quelques opportunités de création du côté de Baylor. Toi déjà, il me semble que Jasper, tu l'avais haut sur ton board. Et qu'est-ce que tu penses déjà de ce choix en 3? Est-ce que pour toi ça reste quand même un bon choix? Est-ce que peut-être que tu aurais sélectionné un autre joueur pour les Sixers? Alors ouais, c'est un joueur que j'ai toujours eu haut de mon board malgré un début de saison assez peut-être inquiétant, on pourrait dire. Et dans le choix, on en parlait en message. Effectivement, je pense que c'est peut-être le choix qui teste le moins de red flag, ou qui paraît le plus peut-être NBA ready, NBA compatible pour l'instant, parce que tu as des Trey Johnson qui offraient des choses, mais en retour qui te bougent sur certains aspects. CMB, à peu près pareil. Et Edgecombe, mais on en parlera, je pense, dans ses qualités. Là où je pense qu'il a fait vraiment, il a dû impressionner sur ses workouts, c'est tout ce qui est mentalité. On le sait depuis un moment, et ça se voyait avec les Bahamas, tous les contextes où il était, que c'est un vrai compétiteur, un vrai bosseur. Et je pense que c'est aussi un aspect qu'ils ont beaucoup aimé chez lui, qui se sont dit qu'en fait, malgré les red flags qu'il peut proposer, ou en tout cas les petits défauts qu'il a, c'est un joueur qui va bosser. Et c'est un joueur qui a été annoncé haut, un peu comme par exemple McCain a pu l'être, ou Maxi. Donc tu te dis peut-être que si tu gardes un peu cette idée, on parle de Justin Edwards, des joueurs qui ont été très hauts en high school et qui, malgré une saison NCAA, Edwards est drafted, mais McCain fait une saison très très bonne. C'est des joueurs qui étaient quand même très bien cotés avant la saison NCAA. Et ça veut peut-être dire aussi qu'ils font plus confiance des fois aux autres contextes qu'uniquement au contexte NCAA. Ouais, ouais, je pense que c'est vrai. Moi, c'est vrai que pour revenir rapidement sur les autres prospects qui avaient en jeu, je pense qu'ils avaient sûrement Trey Johnson sur leur board. On parle aussi pas mal de Con Knuppel, des choses comme ça. Colin Murray Boyles, moi, c'est vrai que c'est peut-être le choix que j'aurais fait. Toi, je sais aussi que tu l'aimes beaucoup. Moi, je pense que c'est un peu mon chouchou de cette cuvée-là. Mais je pense que le fait qu'il ait pas de shoot, des choses comme ça,
c'est quand même un prospect polarisant. Et puis en 3 ça aurait peut-être été un peu rich, même si moi je sais que dans la draft QI Basket, c'est lui que j'ai sélectionné, mais je pense qu'ils auraient peut-être tenté le coup de faire un trade down et le sélectionner à ce moment-là pour récupérer d'autres assets. Mais j'ai l'impression que pas mal d'équipes aussi se méfiaient, c'est-à-dire, enfin, ils savaient très bien que si les Sixers allaient trade down, c'est qu'ils avaient un choix sûr et peut-être qu'ils voulaient pas négocier avec Daryl Morey par rapport à ça. Et comme tu dis, je pense que moi, c'est vrai que Trey Johnson, si tu voulais faire un peu un star bet, entre guillemets, c'est peut-être le choix que j'aurais fait. Mais je pense qu'il y a aussi un gros risque. Moi, je sais que le fait qu'il aille pas beaucoup au cercle, ce genre de choses, c'est quand même un sacré red flag. Moi, ce qui me faisait me dire que peut-être tu avais une compétence sur lesquelles il était élite, c'était le shoot. Et c'est peut-être là où Edgecombe, moi, je me dis, bah, il n'y avait pas vraiment de choses élites, mais après, il fait tellement aussi d'autres choses bien que c'est peut-être là où le pourquoi ils l'ont sélectionné. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment. Enfin, il a des points faibles, mais on n'a pas un gros point faible non plus à dire dans son jeu. Il fait plein de choses bien. Et peut-être qu'en tout cas, justement, il a un niveau plancher à peu près dans tous les compartiments du jeu, alors que c'est vrai que certains autres prospects, ou Con Knuppel aussi, on pourrait se dire, est-ce qu'il a vraiment un réel upside? Moi, c'est vrai que c'était un joueur que j'aimais bien aussi, mais voilà, peut-être qu'ils se sont dit, Edgecombe, il y a la défense, il y a un peu d'attaque, enfin, il arrive à contribuer un peu partout, et comme tu as dit, je pense que le côté mentalité, tout ça, ça a l'air de plaire à Morey, parce que Maxi, il y a ça, le côté bosseur, McCain, c'est un peu pareil, et j'ai l'impression qu'aussi, comme tu as dit très justement, que Morey attache beaucoup d'importance au high school, que moi, c'est vrai que moi j'ai jugé ces prospects-là que sur de la NCAA et pas sur d'autres contextes. Alors Edgecombe, tu m'as gentiment donné des matchs de high school, j'ai pu voir un peu quelques trucs, notamment aussi aux Bahamas, mais c'est vrai que les autres prospects, j'ai pas du tout regardé dans d'autres contextes, et c'est vrai que des fois, les front office, en fait, en tout cas, Morey attache pas mal d'importance à ça. Bah, c'est vrai qu'en fait, NCAA, t'as quoi? T'as 30 matchs, en fait, et 30 matchs, ça reste un échantillon assez faible dans un seul contexte, quoi. Donc on peut se dire que, surtout là, on peut parler de Baylor. Baylor, c'est connu pour être une fac avec un coach légendaire, qui a vraiment un peu de système, à la manière d'un peu de Gonzaga, où quand tu vas à Baylor ou quand tu vas à Gonzaga, ou même à une époque Villanova, tu savais pourquoi tu y allais, quoi. Ou même, je pense à Houston. Il y a une culture amenée par le coach, parce qu'en plus, c'est des coachs NCAA qui restent très longtemps, qui ont énormément de pouvoir, beaucoup plus qu'en NBA, où ils peuvent vraiment donner une patte à leur équipe. Et on a vu que récemment, à part Yves Missy, où ça a bien marché, comme je disais, Jacoby Walter, Keontae George, des prospects quand même qui ont eu pas mal de mal à s'adapter au système Baylor, en fait, parce que le système est plus grand que les joueurs. Et inversement, tu vois, tu as des équipes comme Calipari, Kentucky, où c'est juste tu vas empiler les talents, et tu as tellement des bons scouts et un bon développement, qu'au final, tu te retrouves avec des Shelly View, des Tyler Hero, des Carl Anthony Towns, c'était un bon prospect, mais des prospects qui étaient attendus peut-être plus 10-15, qui explosent, parce qu'en fait, ils étaient très mal utilisés à Kentucky. Oui, c'est vrai que c'est un peu ce qui m'a un peu frappé quand je regardais un peu les matchs de Baylor. C'est vrai que par exemple, Edgecombe était souvent utilisé dans une zone où il était utilisé au milieu de la zone. Et c'est vrai qu'il y a des fois, en fait, il était mis vraiment dans un système. Du coup, c'est vrai que pour les scouts, je pense que c'est difficile des fois d'évaluer, de se dire quelle est vraiment sa valeur, vu qu'au final, on l'utilise vraiment dans des schémas préétablis, j'ai envie de dire. Et on sent qu'on laisse pas la parole. Enfin, en tout cas, on va pas dire au prospect, voilà, tu as carte blanche et fais ce que tu veux faire, entre guillemets. Et des fois, ce genre de choses peut te permettre, en tout cas au scout, de peut-être mieux évaluer un prospect. Alors que c'est vrai que quand tu es mis vraiment dans un système préétabli, où le but c'est de gagner des matchs, on va dire, là c'est un peu plus compliqué. Et c'est vrai que des fois tu sentais un peu certains matchs où tu avais Edgecombe qui était mis vraiment dans un système spécifique, où ce qu'on lui demandait de faire, il le faisait, mais tu te dis comment j'arrive vraiment à juger l'upside, comment j'arrive vraiment à juger ses points forts, ses points faibles là-dedans. Ouais, on a vu surtout qu'en fin de saison qu'il y avait beaucoup plus de liberté sur plus de pull-up, plus de drive, plus de possibilités, alors que je pense qu'il était un petit peu bridé en début de saison, et c'est aussi parce qu'il ne savait pas forcément comment l'utiliser, parce qu'effectivement, entre le joueur high school qui a un produit pas fini et le joueur NCAA qui n'est toujours pas un produit fini, il y a beaucoup de différences. Mais c'est à double tranchant, parce que tu vois un joueur par exemple comme Stephen Castle,
qui avait une réputation d'être un gros meneur un peu héliocentrique euh, en high school. Quand il arrive à UConn, il rentre dans un rôle et le fait qu'il a réussi à s'adapter dans ce rôle et à gagner, du coup, ça a montré que c'était un joueur qui préférait gagner en équipe que plutôt d'avoir son rôle avec son truc. Et du coup, c'est un rôle qu'il a connu parfaitement et c'est un rôle en fait qu'il a un peu répété en NBA. Et c'est pour ça, je pense qu'il a été aussi élu rookie de l'année, c'est il s'est très vite adapté et c'est maintenant la culture de la gagne, quoi. Hmm. Ouais, je vois. Ouais, tout à fait. Bah, on peut revenir rapidement sur on va faire un peu un scouting report de Edgecombe. Déjà, qu'est-ce qui fait pour toi? Quels sont ses points forts qui fait qu'aujourd'hui, bah, en fait, on a affaire à un joueur qui a été sélectionné en 3 et qui finalement, quand tu regardes la plupart des mocks, enfin en tout cas moi j'ai un peu commencé à regarder les mocks à partir de février, et c'est vrai que Edgecombe est jamais vraiment sorti du top 4. Il y a un moment, on avait souvent Bailey en 3, donc ça c'était surtout le draft, on va dire, américain. Je sais que le draft français était beaucoup plus bas sur Bailey, mais Edgecombe, c'est vrai que je trouve qu'il y avait un consensus quand même clair, où même du côté américain, il sortait jamais du top 4, et même en tout cas, toi, en tout cas, je crois que tu l'as tout le temps eu top 4. Il me semble pas qu'il est sorti du top 4. Et c'est vrai que t'es pas le seul. Moi, la plupart des gens que j'ai vus, bah, l'avaient souvent top 4. Donc c'est vraiment un choix qui a jamais vraiment descendu du top 4. Donc qu'est-ce qui fait pour toi aujourd'hui qui fait que c'est un top 4 de cette draft-là? Bah, écoute, si on parle un peu de ses qualités élites, parce que je pense qu'il y a quand même une qualité élite, c'est le profil athlétique là-dessus. On va pas se mentir. On compare beaucoup, je pense, à Amen Thompson, mais je trouve qu'il est quand même moins tanké en haut. Par contre, on est sur un gros leaper, un gros joueur vertical qui en plus a ce côté un peu kamikaze, c'est-à-dire que quand il monte, c'est pas un petit peu, c'est qu'il monte avec tout son corps et des fois t'as l'impression qu'il va se blesser ou que il a aucune conscience de la gravité et de comment il va atterrir. Donc il y a vraiment un athlète qui est au-dessus des autres depuis la high school et un joueur en fait qui a quand même eu de l'impact dans plusieurs contextes. C'est aussi pour ça je pense qu'il n'a pas beaucoup bougé parce que tu as des joueurs où en fait le contexte high school est pas forcément bon, le contexte NCAA est moyen et du coup c'est compliqué de voir des choses positives. Et comme en fait il avait quand même pas mal performé, que ce soit impact statistique et sur le terrain aux Bahamas. Effectivement, quand tu as un joueur qui a un contexte un peu moyen en high school et un peu moyen en NCAA, c'est compliqué de voir de beaux horizons. Alors que les Bahamas, ils vont au TKO, donc ils vont presque au JO. Ça joue plutôt bien avec un spacing et des vétérans NBA, des Eric Gordon, des DeAndre Ayton, des joueurs qui ont de l'expérience. Et voir qu'un joueur comme Edgecombe qui sort de la high school et qui n'est pas encore NCAA, et qui a déjà des minutes et qui est impactant sur ces minutes dans un spacing un peu plus différent avec beaucoup plus de transition et contre des adultes en fait. On l'a vu ça de plus en plus dans le scouting, ça prend de plus en plus d'importance d'être compétitif quand tu es jeune. On l'a vu avec des joueurs européens comme Reza Shea, le fait qu'il soit un des meilleurs joueurs du championnat de France et performant en Eurocup, c'est qu'on s'est dit en fait s'il est déjà performant contre des adultes, il y a quand même un upside intéressant. Et effectivement, avec Edgecombe, il y a en plus, je pense, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 3 contextes différents entre le high school, la NCAA et le Bahamas dans l'utilisation du joueur. Ça reste le même joueur et les outils restent la même, c'est que c'est un joueur en transition qui est phénoménal. C'est un joueur qui a vraiment une combativité, qui est vraiment pugnace, on pourrait dire. Moi, j'ai en tête, par exemple, les scrimmages du McDonald's All-American Games, c'est-à-dire c'est le match un peu sponsorisé McDonald's où tu as tous les meilleurs prospects. Il y a un joueur qui en interview disait qu'il voulait vraiment gagner et qui donnait tout, et on le voyait même dans les scrimmages, c'est Edgecombe, c'est-à-dire qu'il n'était pas à faire des pressions tout terrain, il voulait vraiment ce côté, en fait, je veux défendre sur Dylan Harper tout le match, je veux lui montrer que en fait, peut-être que le meilleur prospect défensif, c'est moi, et je pense que c'est effectivement, ça se rapproche à la mentalité du joueur. Et au côté, même en scrimmage, on a vu que c'était un joueur, bon, peut-être que c'était aussi de l'intox parce qu'il savait qu'il y a des caméras, hein. Mais de tout ce qu'on sait de lui, en tout cas, même aux Bahamas, s'il a été sélectionné aussi, c'est aussi pour ça. C'est le côté, il veut vraiment gagner et il est prêt aussi à faire un peu le sale boulot parfois ou à être peut-être un peu moins bon en attaque, quitte à donner beaucoup plus en défense. Ouais, bah c'est vrai que
Aux Bahamas, moi qui ai regardé du coup récemment tous ces matchs, c'est vrai qu'en plus, ce qui m'a interpellé, c'est que tu sentais vraiment qu'il avait la confiance de son coaching staff. Alors, il débutait pas les matchs, mais par contre, il avait un énorme temps de jeu, hein. J'ai pas calculé exactement, mais je pense qu'il était pas loin des temps de jeu des titulaires, hein, au final, parce qu'il rentrait assez tôt dans le premier quart-temps. Et puis tu sentais que bah, il avait la confiance puisqu'il restait sur le terrain. Souvent, il closait les matchs. C'était lui qui était sur le terrain à la fin des matchs. En deuxième mi-temps, j'ai même des souvenirs où des fois, il sortait pas beaucoup. Et il y a un match, moi, que j'ai beaucoup aimé de sa part, c'est le match contre l'Espagne, où je pense que c'est un de ses meilleurs matchs au playmaking que j'ai vu de lui, où bah, je t'en parlais d'ailleurs en off, mais il y a plusieurs séquences de drive and kick où effectivement, quand tu sens qu'il a un spacing, ben, il prend les bonnes décisions. Et sachant que ça, c'était avant la NCA, c'est vrai que c'est quand même positif de voir un joueur qui fait les lectures. Et moi, ce que j'aime bien, c'est il fait les lectures une fois arrivé dans la peinture. C'est un peu le truc que je reproche souvent à Maxi, où bah, lui, quand il arrive dans la peinture, il y va pour scorer et il y va pas pour faire du playmaking. Et j'ai beaucoup aimé ça, en tout cas, de sa part. Et ce que j'ai bien aimé aussi, bah, c'est effectivement, c'est un joueur qui a une énorme activité en défense. On le voit d'ailleurs dans ses statistiques en NCAA. Je trouve que le chiffre qui est vraiment qui fait avoir de l'espoir, c'est il a quasiment 4% de steal percentage. Et c'est un truc qui est quand même assez rare. Il n'y en a pas beaucoup en tout cas. Enfin, il y en a, mais quand en plus tu remets en perspective aussi le bloc pourcentage où il a plus de 2, bah, il n'y en a pas beaucoup en plus on va dire des guards, enfin des joueurs qui sont de moins de 6-6 et qui ont plus de 4%, enfin qui ont quasiment 4% de steal percentage et plus de 2% de bloc pourcentage, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Et je pense que son point fort, c'est vraiment le playmaking défensif, où il est vraiment excellent là-dessus. Il y a vraiment des énormes flashs, moi je trouve, où il y a des matchs, bah, il te fait des interceptions. euh, il va un peu faire le disrupteur en fait, j'ai envie de dire. C'est un peu son. Là c'est vraiment, je trouve, sa carte à jouer. En plus, on y reviendra après, mais je pense dans le contexte des Sixers avec un Nick Nurse, je pense que ça c'est vraiment un gros point positif de son profil. Ouais, on en parlait aussi en DM. J'avais vu du coup une query sur Bartovitz, qui est un peu le site où tu peux comparer un petit peu les stats. Et en fait, quand tu mets le nombre de dunks, donc 30 dunks, tu mets son steal percentage et son block percentage. Donc tu peux faire le Hakim si tu veux faire les deux, mais tu peux faire aussi différemment. Et tu mets tous les joueurs draftés. En fait, tu te retrouves avec Oladipo, Nerlens Noel, Tarison et Zion Williamson. Donc des joueurs quand même réputés en tout cas pour être des gros défenseurs. On en parlera peut-être un petit peu après, parce que du coup ça pose aussi peut-être des problèmes dans le sens où c'est beaucoup de joueurs qui jouent, qui sont des ailiers, qui jouent assez grands. Mais effectivement, juste en faisant cette query assez simple, sans faire beaucoup de filtres, hein, juste Ouais. en faisant ce filtre-là, tu trouves quand même sur des joueurs qui ont. Je parle à Tarison, tu vois, on est sur des playmakers défensifs pour le coup. Ouais, c'est ça. Bah moi, j'en avais une autre. J'ai pas mis les dunks, mais elle ressemble à la tienne. J'avais plutôt mis des joueurs qui avaient une certaine responsabilité en attaque, c'est-à-dire plus de 23% d'usage, qui ont un bloc pourcentage supérieur à 2 et qui ont un steal pourcentage supérieur à 3,5. Et tu tombais sur des joueurs comme Marcus Smart, Jrue Holiday, voilà, ce genre de joueurs en fait qui sont aujourd'hui des gros défenseurs de NBA. Donc c'est vrai que ça là-dessus, je pense que c'est plutôt positif. Et c'est vrai qu'il y a aussi une dernière chose, moi que j'aime bien, c'est je trouve qu'il a une énorme activité au rebond. Le rebond offensif avec les Bahamas, il a été excellent là-dessus. Mais même tu regardes dans tous les contextes, que ce soit à Baylor ou même en high school, vraiment tu sens que c'est un joueur qui a des bons instincts pour lire le rebond offensif. Et aussi le rebond défensif, moi ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'en fait il arrive à box out des joueurs qui sont beaucoup plus gros que lui. Il y a notamment son match contre Cooper Flag en March Madness. Alors, c'est pas un match où il a extrêmement performé en attaque. Il y a eu beaucoup de petites choses, mais je pense qu'on y reviendra après. Mais par contre, il y a 3-4 séquences que j'ai clippées où en fait il vient box out Cooper Flag et il vient le sortir de l'action au rebond. Et ça, je trouve que c'est positif. En fait, je trouve qu'on a affaire à un joueur qui joue plus grand que sa taille en défense. Et ça, c'est quand même bien. Ouais. Puis comme tu le dis, tu vois, même dans un contexte où Duke il rentre pas beaucoup de tirs et il a du mal à trouver son rôle, on voit que sur les drives il y a des problèmes, c'est un joueur qui quand même défensivement va encore se donner à fond. Et on parle de mentalité, c'est pas un joueur c'est pas ce qui va le sortir de son match. Ça peut arriver quand tu sors de ton match, tu sors complètement de ton match. On voit que c'est un joueur qui va faire tous les efforts, on a l'impression que même sur le terrain,
il est toujours à fond dedans, que le match est jamais perdu. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose que tu as vraiment envie d'avoir chez un joueur, c'est la culture de la gagne. Et surtout quand tu as les Sixers et que tu sais pas trop, enfin tu as encore envie de gagner en tout cas, j'ai l'impression. Il te faut, je pense, des joueurs comme ça qui te donnent d'une énergie, mais en plus qui la transmettent. C'est-à-dire que j'ai plus le mot, mais qui vont galvaniser l'équipe, qui vont donner une énergie un peu transmissible à tous les autres, quoi. Ouais, 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 c'est ça. Et puis c'est vrai que je pense que le truc positif chez lui, c'est son moteur, comme tu disais, Ouais. hein. Il a un énorme moteur. C'est vrai que tu le vois pas flancher, je trouve, du début à la fin du match. Enfin, tu le vois courir. Mais quand je dis courir, c'est vraiment pas forcément faire des déplacements intelligents. C'est pas courir n'importe où, mais c'est vraiment en défense. Tu sens qu'il va pas baisser de niveau. Ou des fois, tu peux avoir certains joueurs où tu sens qu'il y a de la fatigue. Lui, je trouve que c'est pas le cas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très positif. Maintenant, si on passe un peu aux points faibles, notamment on va commencer par la défense. On a dit plein de choses positives sur lui. Allez, les quelques points faibles, moi, que je trouve qui sont un peu problématiques, mais je pense qu'il y a quand même des motifs d'espoir, bien sûr. C'est déjà en un, la chose un peu pas qui m'inquiète, mais qui me fait poser question, en tout cas pour le moment, c'est sa navigation d'écran, où je trouve qu'il y a beaucoup de progrès à faire. J'ai fait quelques clips d'ailleurs sur Twitter par rapport à ça, mais j'ai l'impression qu'on a affaire à un joueur qui est assez rigide, qui est pas très fluide en fait quand un écran est posé. Autant quand il n'a pas d'écran à faire face et qu'il doit défendre un joueur en 1 contre 1, ça j'ai pas de problème, il arrive bien à défendre, mais c'est vrai que dès qu'il y a un écran, des fois il meurt un peu sur l'écran, il a du mal à le naviguer, ça c'est vraiment un défaut que je trouve chez lui un peu questionnable. Il y a aussi sa technique de close-out, où des fois je trouve que c'est un peu irrégulier, on va dire. Il y a des fois il va bien arriver à close-out, puis il y a des fois c'est vraiment... il va un peu faire un gamble, où il va essayer un contre, ou alors un peu trop donner ses appuis. Voilà, c'est un peu moi les défauts surtout que j'avais notés. Je sais pas ce que toi t'en penses, Jasper. Est-ce que c'est des défauts aussi pour toi qui peuvent être travaillés, où il va pouvoir un peu progresser là-dessus? Bah, c'est toujours compliqué parce que je trouve que la pose d'écran et la navigation d'écran pour des joueurs NCA c'est assez compliqué. Euh, Tu vois, c'est souvent, ça arrive très souvent qu'un joueur NCA, quand il arrive en NBA, dans ses premiers écrans qu'il pose, il se prend des écrans mobiles, écrans mal placés, parce il a pas souvent ces fondamentaux, où dans ce cas-là, il faut vraiment être élite là-dessus. Et tu vois, dans cette draft, il n'y a que peut-être Malwash qui s'est déjà posé un écran, et le reste, ils ont quand même encore du mal à bien poser un écran et bien rouler. Ils ont une navigation d'écran, c'est vrai que ça arrive souvent, surtout pour un profil comme ça, parce que c'est plus un profil aussi, je pense, qui était amené à défendre sur plus grand que lui. Parce que, pour revenir sur la saison de Baylor, en fait, leur big se blesse. Et en fait, après, ils font toute la partie de la deuxième partie de saison avec 4 guards et Norchadomir qui était un peu le pivot. Mais globalement, en fait, tu as presque une line-up où c'est uniquement des guards. Donc en attaque, je pense que ça a été intéressant pour le spacing. Par contre, en défense, du coup, tu as des joueurs qui ont dû se taper des joueurs un peu plus grands. Et je pense que c'est là où Edgecombe a pu avoir un léger problème. Et en même temps, moi, c'est là où je le trouve meilleur parce que j'ai pas forcément envie de voir un Edgecombe qui est beaucoup on-ball. Je trouve qu'il est plus efficace off-ball parce qu'il a ce côté disruptif sur la ligne de passe. Il a ce côté où il peut protéger le cercle à minima en second rideau alors qu'il n'a pas forcément la taille pour de base. Mais tu vois un peu la manière de... C'est pour ça qu'on compare avec Amen Thompson. Amen Thompson qui arrive quand il arrive en NBA, on ne sait pas trop ce que c'est offensivement. Par contre, défensivement, tu sais que c'est un joueur que tu peux mettre sur les ailes qui va à minima physiquement être là. Bon, Edgecombe c'est peut-être un peu plus compliqué, mais qui va pouvoir être un peu une peste sur la ligne de passe et qui va pouvoir en second rideau être efficace dans la protection de cercle, plus dans l'activité au rebond. Oui, bah c'est sûr que c'est vrai en fait on a un peu l'impression, moi j'ai l'impression que des fois quand je le vois, on a l'impression que on a l'impression qu'il est ailier en fait finalement. C'est Ouais. un ailier, c'est Baptiste Udricasio qui le disait, on a l'impression d'avoir je pense qu'il parlait plus de l'attaque, mais même en défense, on a l'impression d'avoir un ailier dans un corps d'arrière. Alors c'est vrai que c'est ce que je disais souvent, c'est dommage qu'il ait pas au moins une wingspan un peu, donc une envergure un peu plus grande. Parce que c'est vrai que là, c'est tombé au combine, donc il fait 6'4 sans chaussures, alors ce qui est plutôt correct, hein. On n'a pas affaire à un joueur petit, et je crois qu'il a 6'7, 6'8 en wingspan, mais c'est vrai que quand on voit par exemple un joueur comme Trey Johnson qui était à 6'10, c'est vrai qu'on aurait aimé qu'il y ait un peu plus ce bonus d'envergure, tellement... C'est vrai que quand tu le vois jouer aussi, moi j'avais vraiment l'impression qu'il avait les bras très longs,
Et en fait, bon, il y a quand même ce bonus d'envergure puisqu'il fait 6-4, mais on aurait aimé qu'il y ait un peu plus que ça, on va dire. Mais c'est vrai qu'on pour l'instant, on a vraiment l'impression de voir un ailier dans son profil. Même le côté rebond, il a des chiffres de rebond finalement d'un ailier. Et même bah, tout à l'heure, la query que tu disais, finalement, c'est que des ailiers. Hein. Mhm. T'as Reason, les mecs comme ça, c'est des gars qui jouent à l'aile. Alors peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard, ça pourra arranger les Sixers, entre guillemets, qui ont un peu ce trou à l'aile. Maintenant qu'on a fait le tour du profil en défense, on va faire un peu le tour du profil en attaque. Alors, il y a des choses intéressantes, comme je disais tout à l'heure. Moi, son playmaking, on va dire qu'il n'a pas vraiment de gros points faibles. Moi, je pense qu'il a un playmaking qui est bon. C'est positif de le voir faire les bonnes lectures, déjà pour un jeune joueur comme ça. Le côté, on va dire, attaqué après qu'il y ait eu un premier décalage, ça là-dessus, je trouve c'est peut-être là où il est le meilleur. C'est-à-dire attaquer un close-out, le shoot à 3 points, il est peut-être pas élite, mais moi je trouve qu'il est très bon. Pour redonner un peu ses chiffres, il est à 78% au lancer franc. Bon, le shoot à 3 points a mal démarré, ça a mieux été ensuite après, mais je crois qu'il finit dans les 34% à 3 points. Mais en tout Il cas, a, si tu prends juste les chiffres de 2025, c'est dans les zones. La zone médiane, je crois qu'il a 37 et après il a 36 dans les autres zones. d'accord. Ce Ouais. qui Mais reste par contre, respectable. je sais qu'en high school, il shootait bien. Donc je pense que moi, ça là-dessus, j'ai pas de problème à le voir. Moi, j'ai même capturé certains sets où il est un peu utilisé off-screen, où on le fait venir d'un pin-down ou d'un flare screen, et il arrive à bien shooter en mouvement. Donc ça, je trouve que c'est quand même positif. Alors peut-être qu'au début, il sera pas trop respecté en NBA, mais je pense qu'à terme, on a affaire à un shooter qui sera respecté, du moins en catch and shoot. Par contre, c'est vrai que c'est pour tout ce qui est création, c'est peut-être là où il y a plus de questions. C'est pas un joueur qui a beaucoup shooté en pull-up. Et puis sur le côté drive sur demi-terrain, c'est là où on va avoir un peu plus de questions, puisqu'on a affaire à un joueur qui a quelques limites, un handle qui est pas très très fiable, et puis un drive où en fait moi je trouve il fait un peu trop confiance à ses qualités athlétiques, et on voit pas trop un joueur qui va venir décélérer, qui va venir un peu éviter les joueurs dans la raquette, et on a plus affaire à un joueur qui va des fois un peu aller s'empaler dans la défense adverse. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai envie de réagir à beaucoup de choses. Sur les off-screen, je suis d'accord. De toute façon, on le voit dans les stats. Hein. 29 possessions, 1,5 points par possession, 93e centile. Donc c'est un joueur qui est excellent quand en fait il est dans une motion, quand il est dans un dynamisme. Par contre, je trouve qu'effectivement, quand c'est un joueur qui est arrêté, bah, il trouve pas d'avantage. On en parlait même un petit peu avant, quand on a fait je crois le qui pique pour. On parlait un petit peu de certains drives. Au final, il n'arrive pas à garder l'avantage qu'il peut avoir sur son premier pas. L'avantage qu'il a en fait quand il est déjà en train d'être en mouvement. Là où je pense qu'il est très bon, du moment où en fait c'est sur des kick-out ou sur des séquences à l'aile ou quand il sort d'écran. Par contre, quand c'est lui qui va être en 1 contre 1, qui va remonter le ballon, qui va faire un pick and roll, j'ai beaucoup plus de mal. Et d'ailleurs, c'est là où il est le moins efficace. Hein, 0,7 points par possession, c'est le domaine où il a le plus de mal. Pourquoi? Parce qu'il a un handle qui, pour l'instant, n'est vraiment pas elite. C'est pas un advantage créateur comme on peut parler. C'est un joueur qui regarde un peu trop le ballon quand il dribble. Ce qui est problématique, c'est que bah, du coup, quand tu regardes le ballon, forcément, tu regardes pas forcément le terrain. Ça crée plusieurs choses. Ça crée que je trouve que quand il arrive quand il arrive dans le cercle, il arrive soit trop tôt, soit trop tard. Je trouve qu'il a vraiment ce problème. Du coup, comme il regarde un peu où est-ce qu'il va et où est le ballon par rapport à ses pieds, il a aucune proprioception de où est-ce que va être le cercle. Et on voit dans ses layups, il est uniquement 15e centile. Donc il est à 44% sur ses layups. Je pense que c'est assez faible pour un joueur en fait qui a des qualités athlétiques aussi bonnes. Et pour moi, c'est vraiment dû à son dribble, du fait qu'il arrive souvent trop tôt, trop tard. Et effectivement, je pense que quand on regarde ses layups, il y a des layups qui sont vraiment très courts, des layups qui sont vraiment très longs. Il a encore du mal en tout cas à être à l'aise dans ses drives. Et aussi, effectivement, pour l'instant, c'est un joueur qui ne joue à une seule vitesse. C'est pour ça que je comparais à Jalen Green quand il était en Ignite. C'est un joueur en fait il a tellement dominé physiquement, il peut tellement dunker sur tout le monde juste par un côté de puissance et aller un peu tout droit. Donc sur des high school, c'est-à-dire sur des drives tout droit, ça marche. Mais on arrive en NCAA, en plus dans une conférence qui est assez physique, bah on commence à avoir des joueurs qui vont tag, des joueurs qui vont t'attendre dans la raquette.
et c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est un joueur qui n'a vraiment aucune variance, c'est-à-dire, on parlait de craftiness, mais je parle pas de hostage dribble, de tout ce qui est... Là, on est vraiment... Hostage dribble, c'est un cran au-dessus. Là, je parle juste de changer un petit peu de direction et changer un peu de vitesse. J'ai pas de souvenir d'un drive où, en fait, où il décélère, tu vois. Je prends l'exemple d'un mec comme Anthony Edwards. Anthony Edwards, s'il est vraiment devenu élite, on a vu qu'il a beaucoup de counters avec ses heavy steps, c'est pas très lourd quand il est en raquette, ou inversement, une fois qu'il y a l'écran, j'accélère, je ralentis, je réaccélère. Ces changements de rythme, Edgecombe les a pas encore, et c'est aussi parce qu'effectivement, je pense qu'il a ce problème de dribble. Comme il crée pas de séparation avec son dribble et qu'il regarde un peu ses pieds, bah, il va pas penser à faire tous ces counters, tous ces moves de bagage offensif dans le drive. Et ça crée un peu de problème. Et en plus, je trouve que du coup, ça limite un peu dans son process, en tout cas en NCA, le passing. Parce que du coup, le process de passing arrive un peu au dernier moment. C'est-à-dire que c'est une fois qu'il est dans la raquette que là, je pourrais faire un kick-out. Sauf que ça marche pas comme ça. Et ça marche peut-être mieux aux Bahamas parce que le spacing était mieux et que du coup, il y avait beaucoup plus de séquences off-screen, beaucoup moins de séquences, je pense, balle en main où il avait à créer. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de créateurs à côté. Il y avait des Rick Gordon, des DeAndre Ayton. Et du coup, des joueurs qui vraiment remplissaient un rôle et que du coup, lui, il avait son rôle de j'attaque le cercle en boucle et quand j'ai un peu de spot-up, je shoot. Il était beaucoup plus à l'aise. Et là, c'est vrai que cette saison, je trouve que dans son drive, il y a pas mal de problèmes qui posent des questions un petit peu sur son passing. Parce que son passing, en tout cas NCA, je trouve il était plutôt bon en vrai. Il y a des flashs intéressants, notamment dans le jeu à deux. Je trouve il a vraiment ça, ce côté. C'est les passes les plus simples en fait. C'est-à-dire que c'est pas des passes, des kick-outs sur côté gauche, côté droit. Comme pour l'instant son dribble est pas fini, je pense qu'il a plus de facilité à faire des passes avec Omir. Et un problème que tu as notifié en défense, mais c'est marrant parce que moi du coup je notifie en attaque, c'est le fait qu'il joue comme un ailier. Parce que quand il prend un écran, il se penche pas comme un arrière. Il y a ce côté normalement de vraiment... le terme anglais, c'est bend. En français, c'est un peu se plier un petit peu. Ce côté de se contorsionner quand tu prends un écran et du coup de se baisser. Par exemple, un joueur exemple, c'est Cooper Flag qui l'a. Ce qui est énorme pour un joueur comme Cooper Flag, c'est que Cooper Flag il a ce côté de baisser les épaules, de se plier un petit peu pour prendre l'écran et pour avoir en fait gardé cette vitesse et prendre l'écran de façon optimale. Bah, il n'a pas en attaque et en fait il n'a pas en défense non plus. Il n'arrive pas à naviguer dans les écrans en défense pour cette raison-là pour l'instant. Et il n'arrive pas encore à le faire en attaque et du coup... quand on va faire un pick and roll haut et que l'écran va être assez haut, l'avantage qu'il va avoir par cet écran, comme il n'a pas cette gestuelle de se plier, il va très facilement le perdre. Et ce combo là de j'ai pas encore un dribble et un bagage suffisant de craftiness plus j'arrive pas encore à assez me pencher, effectivement je pense que sur drive pour l'instant c'est vraiment pour moi son point un peu négatif, et c'est un peu dommage parce que c'est un joueur qui athlétiquement a des outils impressionnants, mais il a encore beaucoup de progrès je pense à faire sur cet aspect-là du terrain. Ouais, c'est ça. En fait, il n'arrive pas à descendre son centre de gravité bas comme les élites ball handlers le font. Je pense que c'est ça le problème. Et puis moi, surtout, ce qui m'a interpellé, c'est il arrête toujours son dribble beaucoup trop tôt. Il y a des fois, il devrait prendre encore 4. Par exemple, il va arrêter son dribble il va arrêter son drive au bout de 2 dribbles, alors que pour aller jusqu'au cercle, il faudrait qu'il y en ait encore un 3e, 4e, 5e. Et il va s'arrêter un peu au milieu dans la zone des flotteurs. Et il va faire un peu trop confiance, on doit faire des hop-steps, il va faire trop confiance en fait à ses qualités athlétiques, sauf que la route est bouchée en fait, il y a déjà des défenseurs qui sont là, et lui va prendre un espèce de flotteur ou tenter un lay-up, mais qui est extrêmement compliqué, et je pense que c'est ça qui fait un peu chuter son efficacité. Je pense que, comme tu dis, c'est son dribble, je pense que tout part de son dribble qui est encore pas assez bon, où au final, il n'arrive pas à aller au-delà de 2-3 dribbles, et ce qui fait que ça lui crée encore beaucoup de problèmes. Et je pense qu'aussi il fait trop confiance à ses qualités athlétiques, où il va pas avoir Moi, comme tu dis, j'ai pas vu non plus de séquence de décélération. Je pense qu'il faut qu'il ait il a pas assez de counter en fait. Il lui manque un peu peut-être faire des Eurostep, des choses comme ça, ou s'arrêter d'un coup, reaccélérer. Il lui manque encore vraiment ça. Je sais pas à quel point c'est possible qu'il développe ça. Mais en tout cas, ce sera essentiel si on veut s'il faut qu'il se soit un joueur qui ait un peu plus de création pour lui-même. Et c'est ce que je mettais sur Twitter. Dès que par contre tu le vois mis en mouvement via des Miami Action, où c'est
tu vas d'abord recevoir un dribble end-off puis un pick and roll ou des zoom action où c'est un peu l'inverse, tu vas avoir d'abord un écran puis un dribble end-off, bah sur ces séquences-là où on va un peu déjà le mettre en vitesse et que du coup il va pouvoir un peu arriver dans la raquette bah, avec un temps d'avance, bah là tu vois que d'un seul coup ça débloque un peu son jeu. Du coup il va avoir le temps de faire du playmaking ou alors il va avoir plus d'avance et du coup pouvoir finir dans la raquette. Vraiment sur ces séquences-là c'est beaucoup plus intéressant. Mais c'est vrai que quand tu lui demandes de créer à partir de rien, bah c'est problématique et c'est pour ça qu'en fait on a vu un joueur qui n'est pas encore efficace sur demi-terrain et ça va vraiment être là, bah on peut passer d'heure au point suivant, ça va vraiment être ça, sa marge de progression et l'upside qu'on va pouvoir en attendre et du coup toi, bah quel upside t'attends un peu de Hedgehog, qu'est-ce que à terme, quel joueur tu penses qu'il va pouvoir devenir si en tout cas ça ne se débloque pas ou si ça se débloque? Ah, moi, le handle, j'ai un peu de mal parce que les exemples récents, quand même, tu vois, des mecs comme Jalen Green, ils ont eu beaucoup de mal à trouver un toucher. Je pense aussi à un autre joueur des Rockets, Cam Whitmore, qui était un super slasher, mais en fait, depuis 3 saisons, Cam Whitmore, son dribble ne s'est pas amélioré. Et pour un joueur comme ça qui n'arrive pas à trouver son dribble, beaucoup de mal. Bon, après, là, c'est des cas, je pense, assez négatifs. Mais du coup, dans l'upside, je pense que c'est un joueur qu'il faut effectivement pas trop lui donner le ballon pour l'instant et effectivement le mettre un maximum sur les ailes. Et du coup, je fais énormément confiance à son shoot pour avoir un shoot un minimum décent, ce qui va lui offrir des attaques de close-out, des choses en fait où il va pas forcément réfléchir et le terrain va être un peu ouvert pour lui, où tu parlais effectivement de certaines actions, ça peut être, je sais pas, des zoom action, certaines actions où il y a des écrans et il arrive, il a déjà le ballon en mouvement et lui réduire un peu ce choix de c'est moi qui crée, qu'est-ce que je dois créer, où est-ce qu'il est le cercle, où est-ce que sont mes coéquipiers. Et tout ce process-là, je pense que pour l'instant, il l'a pas. Je sais pas s'il l'aura. Et je sais pas. Je pense que ce sera essentiel si un jour il veut devenir All-Star. Mais pour l'instant, pour sa saison NBA, comme il n'a pas ce process-là, j'ai pas envie de lui mettre autre chose. Et puis de toute façon, tu as assez de ball handlers en fait. Aux Sixers, tu as assez de joueurs assez intéressants qui parlent balle en main. Donc il faut qu'il trouve assez vite, je pense, des choses positives, en tout cas du choses positives au shoot pour être un shooter à minima respectable, ce qui va lui offrir en fait effectivement des actions, surtout sur les ailes, pour être intéressant. J'aimerais aussi le voir un petit peu travailler off-ball sur des cuts, parce que je pense que le profil physique est intéressant, surtout que c'est un joueur qui, comme on a dit, qui aime bien des fois se fourrer un petit peu au rebond offensif. Donc c'est un joueur qui pourrait peut-être être amené un petit peu avec des séquences dans le dunker spot, ou des séquences où il joue plus grand que sa taille. Je compare aussi du coup à encore un joueur de Rocket, Amen Thompson. On a vu certaines séquences où, sur des cuts, sur des séquences où on oublie un peu le joueur, je pense que c'est qualité physique pour le coup. Ou en plus où il reçoit le ballon et dunk direct, il n'a pas ce côté où il va dribbler. La décision est beaucoup plus simple. Je pense que ça peut être intéressant à l'utiliser. Et ouais, je vois dans un upside effectivement de joueurs à minima gadget pour l'instant. Tu vois, je parlais un peu de Gary Payton, j'espère que ça va devenir quand même meilleur que Gary Payton. Et que justement le shoot va devenir meilleur, mais à minima pour l'instant il est ce genre de joueur je pense qui défend très bien, qui a un playmaking défensif et qui en attaque va devoir se trouver un rôle, en tout cas sous Nick Nurse, mais pas le rôle qu'on a vu en deuxième partie de saison à Baylor, même si on a vu des choses quand même plus positives dans le passing. Je pense que en plus s'il évolue sur les ailes, il aura des passes peut-être plus simples à faire que vraiment d'être en face du terrain. Donc je le vois vraiment dans ce rôle-là. Ouais, bah, je suis d'accord avec ce que tu as dit. Moi, c'est vrai que c'est pour ça que moi, je l'avais pas mis tout en haut enfin, on va dire de mon mini-board que j'avais fait, puisque j'ai pas scouté comme toi tous les joueurs. Mais ce qui me faisait mettre, par exemple, des joueurs comme Trey Johnson devant, c'est que, bah, en fait, moi, par exemple, Trey Johnson, même si le scénario est faible, je voyais un scénario où potentiellement ça peut devenir une star. Edgecombe, j'ai du mal à le voir, en fait. J'ai vraiment du mal à le voir parce que, comme on l'a dit, pour toutes les raisons de dribble, handle, en fait, ça devient compliqué quand il manque de counter sur drive. En fait, quand t'additionnes tout ça, j'ai du mal à voir un upside. Alors, ça pourrait se débloquer sans qu'on l'ait attendu, mais en tout cas, on n'a jamais vraiment vu, même ne serait-ce que des flashs. C'est vraiment, quand il arrive à driver, je trouve que c'est dans des moments situationnels. C'est quand, par exemple, l'équipe va décider de lui faciliter la vie, comme j'ai dit, en le mettant en mouvement, ou alors
arriver avec un corner vide, ce genre de choses, notamment avec le Bahamas, je l'ai pas mal vu là-dessus, et le match contre l'Espagne où il a un peu performé, c'est parce que justement, soit il avait un meilleur spacing, ou alors on le faisait arriver par un côté, et par exemple, il n'y avait pas de joueur qui venait stunt, donc lui, il avait un peu une ligne de drive ouverte, donc sur des zones situationnelles comme ça, je le vois bien performer, mais c'est vrai que pour devenir un créateur, où moi j'ai vu certaines comparaisons avec Anthony Edwards, mais j'ai vraiment du mal à voir j'ai du mal à le voir en fait de devenir un Ouais. joueur comme ça parce il y a trop de défauts pour que le handle part quand même de loin. Alors j'espère pour lui et pour les Sixers que ça arrivera, mais j'ai du mal à voir un upside de star en tout cas. Par contre, le côté positif, c'est que j'ai du mal aussi à voir un scénario où c'est un bust et un joueur qui échoue complètement parce que, comme on l'a dit depuis le début, il y a trop de qualité quand même pour dire que ce sera qu'il n'arrivera pas à performer dans la ligue. Je le vois même à terme, pas tout de suite évidemment, mais je ne serais pas du tout étonné que ça devienne un titulaire d'une bonne équipe. Parce que comme on l'a dit, il n'y a pas de gros défauts. C'est un joueur qui défendra très bien. Je le vois très facilement devenir un joueur positif en défense. Et même en attaque, dans une équipe compétitive où, en tout cas là, les Sixers, je pense qu'on en parlera plus en détail après. Mais je pense qu'il aura un rôle tellement prédéfini que il a tout en tout cas pour bien se développer. On va pas lui en demander plus que ce qu'il est capable de faire. Donc ça, je pense que déjà, pour son développement, c'est positif. Tu dis maintenant si on peut passer un peu, ce que j'aime bien faire, c'est on va un peu se projeter. Si on peut faire un peu des comparaisons avec soit des joueurs qui ont un peu existé ou des joueurs qui ont été un peu dans la NBA, si par exemple on devait faire un scénario pessimiste, médian et optimiste, toi par exemple si on commence par le scénario pessimiste, tu te dis, alors tu as parlé de Gary Payton, c'est par exemple dans le scénario pessimiste, moi c'est vrai que j'ai du mal un peu, alors peut-être que c'est un peu ce genre de joueur, je sais pas si on peut estimer que c'est pessimiste, mais moi j'aimais bien le comparer à D'Anthony Melton, je pense qu'on peut dire que c'est pessimiste parce que D'Anthony Melton c'est vraiment un role player, mais moi je trouvais qu'il y avait pas mal de similarités, alors Edgecombe a beaucoup plus de qualité athlétique que Melton, hein, bien sûr. Mais moi, ce que j'aimais bien, c'est Melton, c'est un peu le joueur qui a toujours eu un peu de mal à naviguer dans les écrans, mais qui par contre est un disrupteur off-ball dans le rôle en plus de guard. Moi, si j'avais un scénario que toi, ce serait Gary Payton, moi, ce serait Melton. Si par exemple, maintenant, on se projette sur un scénario médian, qu'est-ce que tu verrais comme comparaison, par exemple? Derrick White, je pense. Tu vois, on parlait d'un titulaire dans une équipe qui gagne, qui peut choper un contrat assez bon, qui est titulaire, mais pas forcément une place clouée dans le 5 majeur. Je pense que Derrick White, ça me paraît plutôt bien. Ok. Et si par exemple on faisait le scénario optimiste, qu'est-ce que tu verrais par exemple? Moi, j'aime bien les compas avec Oladipo Pacers, Ouais, parce qu'Oladipo, il arrive justement avec ce profil de gros défenseur avec un shoot. Par contre, lui, pour le coup, le handle, il a pris vraiment Enfin, il est presque devenu c'est ça, élite ouais. quand il est aux Pacers, donc Ouais. il faudrait, pareil avec Edgecombe, à partir du moment où effectivement le handle devient beaucoup mieux, on le vu avec Oladipo, c'était pas forcément le meilleur créateur en termes de playmaking parce qu'il avait Collison à côté, qui était vraiment le créateur, mais sur les drives et tout ça, effectivement, c'était un joueur qui est devenu élite et qui avait déjà un bon petit shoot et qui avait du pull-up. Là, c'est vrai que si on regarde un petit peu les chiffres de pull-up d'Edgecombe, 25% de tir sur les pull-ups et en plus, j'ai pas de souvenir de pull-up à 3 points, souvent c'est des pull-up à 2 points parce que les équipes vont le tag un petit peu dans la raquette. Et en fait, c'est ce que tu disais, c'est que il arrive dans la zone médiane, il est en mode qu'est-ce que je fais? Et du coup, il prend un petit peu un pull-up par défaut et c'est pas le jeu qu'on va voir. Par contre, effectivement, si je pense s'il y a ce dribble qui se débloque, il y a beaucoup de drive, en fait, de ligne drive qui vont se débloquer et beaucoup plus de capacité de décélération, d'accélération qui vont pouvoir se débloquer et c'est par là que ça passe. Mais déjà, si c'est Derrick White, c'est déjà, je pense, très bien. Ce serait même excellent parce que c'est vrai que la comparaison Oladipo, c'est un peu la comparaison que j'ai vue souvent sur Twitter. Alors moi, j'ai pas du tout le souvenir de Oladipo. Enfin, je regardais pas de NCA, donc le Oladipo version NCA, je sais pas du tout qu'est-ce que ça donnait. Mais c'est vrai que par contre, en NBA, même à ses débuts, j'avais quand même souvenir d'un joueur qui avait un bien meilleur handle que Edgecombe. Donc c'est vrai que ça m'a un petit peu étonné en attaque par rapport à ça. Il faudrait vraiment que Edgecombe développe un handle rapidement. Par contre, tous les scénarios où je vois Anthony Edwards, pour moi, ça me paraît beaucoup trop optimiste, comme je disais tout à l'heure,
pour que ça devienne ça. Pour moi, c'est vraiment, on n'a pas du tout affaire à même acabit de joueur pour que ce soit autant. Si déjà, moi, comme je dis, je le vois plus effectivement si un Edgecombe qui réussit serait dans un rôle à la Derrick White ou un peu la star des role-players. Moi, c'est vraiment un peu comme ça que je le verrais. J'ai du mal à voir plus que ça par rapport à lui. Et c'est vrai que ça me fait repenser à quelque chose. J'avais discuté avec Polar Fall, je sais pas si tu vois qui c'est, c'était un mec de The Stepien qui analyse assez bien les joueurs un peu sur leur attrait physique. Enfin, il s'attache beaucoup à leur handle, enfin à des petits détails, je trouve qu'on voit pas. Et lui m'a dit, il me rappelle en fait Zaire Smith à l'époque NCA. Alors ça va rappeler des souvenirs aux fans des Sixers, mais en fait, c'est vrai que j'ai regardé du coup un peu des vidéos de scouting de Zaire Smith, et c'est vrai qu'il y a un peu les mêmes points faibles et les mêmes points forts, c'est-à-dire Zaire Smith c'était un énorme joueur tu sais, de verticalité. Il avait vraiment une verticalité folle, un peu comme Edgecombe. Et pareil, il y avait un peu les mêmes défauts en termes de handle, de vision de jeu un peu dans la zone intermédiaire. Par contre, il y avait dans des zones situationnelles, c'est des mecs qui pouvaient avoir un gros drive, mais un gros drive sur tout droit, enfin en mode tout droit, c'est-à-dire si tu as un peu une ligne de droit ouverte, il va pouvoir driver avec son premier pas et exploser, enfin en tout cas finir verticalement. Par contre, tu as un peu les mêmes défauts de handle, de je vais avoir du mal un peu à créer à partir de rien. Et il y a un peu aussi les mêmes qualités et défauts en défense. Donc c'est vrai que j'ai trouvé la comparaison plutôt pas mal. Alors Zaire Smith, on l'a jamais vraiment eu NBA parce que malheureusement, il y a eu cette maladie et puis on l'a jamais vraiment vu. Mais en tout cas, je trouvais que la comparaison était pas mal. Ouais, j'ai vu aussi un petit peu de Donovan Mitchell dans le positif. Je peux comprendre, mais pareil, c'est aussi un joueur qui très vite a développé un handle plutôt intéressant, mais dans le joueur un petit peu qui joue un peu plus haut que sa taille parce que physiquement il est au-dessus. Je peux comprendre les comparaisons. J'ai vu aussi du Zach LaVine collège. Je suis quand même moins d'accord. Ouais. Mais à voir. Même Mitchell, je trouve qu'on parle quand même de joueurs qui, en termes de création pour eux, enfin de shot creator, comme disent les Américains, pour moi, ils se font quand même un step au-dessus que Edgecombe. C'est plus dans ce rôle-là, j'ai un peu du mal à voir la projection. Moi, j'ai plus l'impression qu'on aura affaire, si le scénario réussit, à un role-player magnifique, ce qui sera déjà très bien, plutôt qu'à plus, au final. Mhm. Donc maintenant, si on peut passer un peu on n'a pas trop parlé à son rôle aux Sixers. Alors, c'est vrai que là aussi, je pense que ce qui étonnait le choix de le prendre, même si on dit qu'il ne faut pas drafter au fit, mais c'est vrai qu'on a affaire à une équipe des Sixers qui sont blindés en termes de guard, puisque on a déjà Maxey, McCain qui a été drafté la saison dernière, Quentin Grimes qui a été récupéré dans un trade en cours d'année. Alors pour l'instant il est restricted free agent, mais logiquement il va être gardé par les Sixers. Là maintenant les Sixers ont drafté Edgecombe, donc ça fait 4 joueurs au poste de guard, on va dire, qui vont se partager un peu les lignes arrière, avec un peu un Quentin Grimes qu'on va dire qui c'est pas non plus le même profil de joueur, mais dans le côté un peu connecting, on va dire dans le rôle connecting, défenseur, un peu poste 2 entre guillemets, on a un peu affaire à deux joueurs qui vont un peu se partager les minutes, et avec forcément un Grimes qui a déjà un rôle en NBA qui va partir un peu avec un temps d'avance. Alors toi, je sais pas, qu'est-ce que tu vois un peu qu'est-ce que tu projettes un peu dans le rôle de Edgecombe, en tout cas déjà en termes de temps de jeu, puis en termes de poste dans l'année qui va arriver. Bonne question. En termes de temps de jeu, je pense que je pars sur un 10-12 minutes. Je sais que c'est peut-être un peu faible pour un pick 3, mais c'est vraiment histoire de voir en fait quel est son rôle. Est-ce qu'il est déjà prêt à être offensivement sur un terrain? Peut-être que effectivement, si offensivement le shoot pour l'instant, t'arrives dans un shooting slump et qu'il a un peu le rookie ball très vite, il va pas beaucoup jouer, mais c'est pas forcément essentiel qu'il joue. Vous n'avez pas besoin, comme une équipe, je sais pas, des Kings a besoin qu'un rookie joue et apporte un impact. En tout cas, je pense, parce qu'effectivement, il y a déjà du monde sur le terrain. Je regarde un petit peu les stats. Les Sixers en plus sont plutôt bons dans la transition. Donc 70e centile.
Là où c'est peut-être un peu plus dommage, c'est que sur les cut and off, c'est pas une équipe qui en fait énormément. Je crois que vous êtes 25e et 20e sur les deux séquences de cut and off. Donc c'est des séquences qui seraient plutôt propices à Edgecombe. Il y a beaucoup d'isolation, mais forcément, quand il y avait Joel Embiid, t'as de l'isolation. Mais effectivement, son rôle, j'aimerais bien le voir un petit peu poste 3 pour voir ce que ça donne. Est-ce que du coup tu peux essayer de jouer petit? Mais c'est vrai que si tu vois une line-up McCain, quelque chose comme Grimes et Edgecombe, c'est petit parce que déjà McCain et Grimes ont déjà un peu ce problème. Donc c'est rajouter des joueurs qui ont un peu le même souci. Et tu vois, tu me dis là sur cette équipe, qui va défendre le porteur de balle? Ça fait un peu peur dans l'idée. Donc ça va vraiment être, je pense, en début de saison de voir Nick Nurse, une sorte de laboratoire un petit peu dans quel line-up il est le plus à l'aise. Ça va vraiment, je pense, de scouter. Tu prends différentes line-up, tu te dis, en fait, ça marche très bien, celle-là, ça marche pas bien. Quitte à ce que le temps de jeu soit un petit peu faible au début, mais vraiment de trouver la bonne line-up parce que c'est un joueur, je pense, qui a besoin assez vite d'être entouré et d'avoir vraiment un rôle défini. Plus que de jeter dans le bain en disant, nous on aime bien le côté poste 2, mais tu pourras peut-être jouer poste 3, donc on va voir, on va tester des trucs. Non, je pense qu'il faut que ce soit un joueur où on lui dise, tu vas faire ça pour l'instant, on sait que nous de toute façon on veut gagner, on t'a pris certes un top 3, mais tu n'es pas le projet de l'équipe, tu vas être amené à jouer, je sais pas, 10-12 minutes, peut-être des moments où tu vas moins jouer. Par contre, on veut que tu proposes, on veut que ton moteur, on le retrouve ce qu'on a vu en NCA, on veut que tu sois là au bon off quand il faut, on veut que tu proposes des cuts, tu vas sûrement être un shooter en fin de chaîne, donc il va falloir t'habituer à ça, et en entraînement, je sais pas, on va travailler ce côté-là, où pour l'instant tu vas être un joueur vraiment, tu vas pas être la première ou troisième option, quoi. Mais par contre, on veut que tu excelles dans ce rôle-là, et petit à petit, on va pouvoir te donner des libertés un peu comme on a fait du côté de Baylor, mais de toute façon, il faut qu'il comprenne assez vite, je pense que il aura un rôle à tenir, et c'est aussi pour ça, je pense, que les Sixers ont sélectionné, c'est parce que c'est un joueur qui a l'air d'être intelligent là-dessus, et qui va pouvoir très vite être compétent et avoir de l'impact dans un rôle peut-être un peu limité pour un top 3, en tout cas pour un joueur que tu sélectionnes aussi haut. Oui, c'est sûr que je pense pas qu'il aura non plus un temps de jeu énorme en année 1. Même si moi j'aimerais quand même qu'il lui donne, qu'il soit quand même dans la rotation. Je pense pas il sera mis titulaire. Mais ouais, j'espère en tout cas s'il performe plutôt pas mal, ce serait bien de voir au moins 20 minutes de temps de jeu parce que je pense que c'est quand même un joueur qui en a besoin pour son développement. Et puis je pense que même les Sixers aussi en ont besoin parce que je le rappelle, c'est un roster avec 3 contrats max. Et donc, pour entourer 3 contrats max avec le nouveau CBA, c'est ultra compliqué. C'est pour ça que ça a été une aubaine ce pick 3, parce que ça permet de te renforcer un peu gratuitement, j'ai envie de dire. Parce que du coup, tu as un joueur qui va te coûter que 10 millions sur les 2-3 prochaines années. Donc ça, c'est sûr que c'est super. Et puis c'est surtout que je pense que cette équipe-là a encore besoin de défense, et surtout de défense de périmètre. En tout cas, je pense qu'ils ont besoin de sa défense. Alors, on l'a dit, c'est encore un joueur qui a besoin d'être poli parce qu'il y a encore des défauts, mais le meilleur moyen de te polir, c'est de te faire jouer. Moi, j'ai quand même envie de le voir avec... C'est pour ça que j'ai envie de le voir avec du temps de jeu, parce que je pense qu'il a besoin d'être poli et d'être mis dans un environnement compétitif. Justement, le fait qu'il soit dans un environnement compétitif et que du coup, on va lui demander que certaines choses, je pense que c'est positif aussi pour lui. En plus, Nick Nurse, on le sait, c'est un coach défensif. On l'a répété tout à l'heure, c'est un disrupteur VJ Edgecombe avec un gros playmaking défensif. Nick Nurse, il adore ça. Depuis Toronto, tous ses schémas, c'est des schémas très agressifs. C'est un coach qui cherche à obtenir des turnovers, qui est amoureux de la bataille des possessions. Je trouve que Edgecombe, il fit complètement là-dedans. Comme je disais tout à l'heure, gros rebondeur offensif, gros playmaker défensif qui 4% de steal percentage, c'est un des meilleurs de NCAA à son poste de cette saison. Donc déjà là-dessus, je pense qu'il aura un impact. Donc déjà rien que pour toutes ces choses-là, pour moi, Philly doit pouvoir lui trouver un rôle. Et en plus, comme tu l'as dit, autant sur demi-terrain, il y a des énormes questions, mais sur transition, je pense que ça peut être un vrai moteur de transition, que ce soit peut-être pour porter la balle et pour finir. Et avec des McCain, des Maxi, même Quentin Grimes qui est très bon là-dedans. Ils ont aussi pris Trendon Watford qui est un bon joueur de transition. J'ai un peu l'impression que
par leur choix, les Sixers vont vouloir être très forts là-dedans, dans ce rôle de transition, parce que c'était une équipe qui était pas très forte sur demi-terrain la saison dernière. Alors c'est aussi dû au fait que Joel Embiid était blessé, mais en tout cas, Nick Nurse adore ça, un peu à gagner des points sur les marges. Donc les rebonds offensifs, les transitions, c'est quelque chose qu'il a toujours aimé du côté de Toronto et qu'il essaye d'inculquer un peu chez les Sixers. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a quand même pas mal de points où Edgecombe, il aura sa carte à jouer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un trou béant aux ailes. Alors il y a Paul George, mais alors si Paul George, on va dire le poste 4, même si j'aime pas trop parler comme ça, mais en tout cas prend un des deux postes à l'aile, qui va prendre l'autre? Je sais que Kelly Oubre a pris sa player option. Moi, je sais que c'est pas une option qui me satisfait grandement, mais c'est pour ça que moi, j'aimerais bien voir Edgecombe mis, comme on a dit tout à l'heure, par exemple Maxey, Grimes, Edgecombe, Paul George, Embiid. J'aimerais bien voir cette line-up testée parce que, on l'a dit, il joue plus grand que sa taille. Alors, c'est sûr que ce sera peut-être compliqué au départ, mais j'espère que le coaching staff osera le faire, même si tu perds peut-être des fois ces minutes-là, mais je pense que ça peut être compensé parce que tu as quand même du talent sur les 4 autres joueurs. Il y a quand même beaucoup de talent, donc je pense que ça peut être compensé. Mais moi, j'aimerais bien le voir mis dans ce rôle-là parce que je pense que c'est essentiel, le fait qu'il y a un manque criant aux ailes et que lui, on a un peu dit, c'est un ailier dans un corps d'arrière, mais au moins, moi, je pense que ce serait bien qu'il le teste. Ouais, clairement, moi je te rejoins plutôt sur tous les points. Et puis, à la limite, si vraiment tu crois en son côté ball handler, peut-être son potentiel star, tu le mets un petit peu en G-League pour vraiment lui dire. Mais je pense pas, hein, tu le mets en G-League pour dire tu auras tous les ballons en G-League, montre-nous que tu es une star. Et voilà, si vraiment à un moment tu crois ou tu vois que le temps de jeu ça marche pas, que le shoot ça rentre pas et que défensivement il a un peu de mal, ça me gêne pas non plus de le mettre un peu en G-League pour dire essaie de développer un peu ton handle en G-League, tu vas avoir tous les ballons, il va falloir que tu sois un joueur star en G-League et on va voir ce qu'on peut faire, ou un peu ce que faisaient les Nuggets à une époque avec des Peyton Watson, des joueurs comme ça qu'ils ont draftés, qui ont mis un petit peu de temps en G-League pour ensuite leur dire là on pense que tu es prêt, tu vas pouvoir entrer. En plus beaucoup c'est les Nuggets donc dans un système Nuggets, mais là dans un truc où on teste son handle, on voit que ça marche pas trop, je sais pas, on le remet dans un autre rôle. Je pense que c'est effectivement intéressant. Je pense qu'il va manger un peu les minutes de Justin Edwards, mais je pense pas que ce soit un problème parce que je pense que c'est quand même un meilleur joueur que Justin Edwards malgré une saison quand même plutôt prometteuse du joueur. Surtout qu'en plus là, Yabusele n'est plus là, donc effectivement il y a un poste vacant, il y a des minutes à prendre. J'ai vraiment hâte de voir en fait ce que va apporter Edgecombe. En tout cas, j'ai nul doute qu'au rebond, dans le moteur, dans le côté transmission d'énergie positive, il va être là. C'est plus dans le shoot, est-ce qu'on est sur le shooter high school, c'est-à-dire 40% à 3 points sur catch and shoot en high school, donc un joueur qui est vraiment très respectable, ou est-ce que on va plus être sur du 35-34 et un petit peu de mal peut-être à s'adapter en NBA parce qu'il a du mal à Baylor. Tout va dépendre. Et j'ai aussi un petit peu hâte de voir la Summer League parce qu'en plus ça fait une équipe de Summer League, une super team de Summer League pour le coup, avec des gros joueurs, pas mal de joueurs qui vont demander le ballon, et c'est intéressant de voir à quel point ça partage le ballon ou non, et est-ce que en fait ça va être comme c'est un top 3 draft, est-ce qu'on va faire uniquement un seul match et on va faire c'est bon, on le shut down, on va pas le blesser et autre chose, ou est-ce que c'est vraiment on veut le tester en tant que gros ball handler en G-League, en Summer League, pour voir à quel point son handle s'est amélioré ou pas depuis mars, parce qu'en fait c'est un joueur qui n'a pas joué depuis mars et ça fait quand même plusieurs mois, et ça je trouve que c'est toujours quelque chose qui est assez perturbant, c'est l'arrêt de la saison NCAA jusqu'à la saison NBA, c'est 6 mois en fait, c'est 6 mois de développement que tu peux gagner, donc c'est toujours intéressant de voir à quel point ils sont prêts, à quel point ils ont évolué ou non depuis les workouts. Surtout qu'il y a une déclaration qui a été faite hier, là, où en gros ils ont dit, c'est Edgecombe qui l'a dit, que apparemment les Sixers lui auraient demandé qu'en Summer League il porte la balle, et en gros c'est lui qui va avoir les responsabilités d'initier l'attaque. Et je pense que c'est comme tu as dit, c'est pour voir un peu qu'est-ce qu'il a un peu dans le moteur, et pour essayer de... déjà ce sera bien parce qu'on pourra voir ses progrès, on pourra voir un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, moi je pense que c'est un jeune joueur qui est encore brut, qui a beaucoup de choses à polir, mais pour moi, pour toutes les raisons qu'on a dit, il a sa carte à jouer parce que il arrive, même si c'est une équipe compétitive, il y a quand même des trous, en tout cas, dans cette espèce de poste d'ailier hybride. En tout cas, je pense qu'il a sa carte à jouer. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est... Donc moi, j'entends de partout, les Sixers veulent être compétitifs. Moi, je sais que je suis un peu plus pessimiste que la moyenne, mais
au dernier match que Joel Embiid a joué, enfin, c'était catastrophique, il était blessé. Comme je le dis souvent, son ménisque, il a pas repoussé là pendant l'intersaison. Donc c'est bien, là on entend de partout, oui, il va être prêt pour le training camp, machin, machin. Moi j'ai vraiment envie de voir dans quel état il sera, parce que on n'est pas à l'abri de revoir un Joel Embiid, si ça se trouve comme l'année dernière, qui va être pas du tout en forme, qui en fait est toujours un peu blessé. Donc si ça arrive, et qu'en fait bah, on a un peu la même saison que l'année dernière, là j'ai envie de dire par contre, là il faut lui donner des minutes à fond, parce que du coup ça voudra dire que tu seras pas compétitif, et là pour moi il faut qu'il ait un gros temps de jeu, parce qu'au final bah, t'auras rien à jouer. C'est aussi un peu pour ça aussi qu'on a vu l'explosion un peu de Quentin Grimes l'année dernière dans un plus gros rôle. Là j'espère que les Sixers lui donneront un énorme temps de jeu, et pourquoi pas on aura une bonne surprise, parce que là je trouve qu'on est un peu un carrefour dans ce projet des Sixers. On est à la fois tentant qu'on veut être compétitif, ce qui est un peu logique parce que tu as recruté Paul George l'an dernier, et puis bah, tu as toujours Joel Embiid, mais ça pourrait très bien partir un peu en vrille, dans le sens où on pourrait avoir une saison comme l'année dernière. En fait, au final, bah, ça va être... on est un peu entre deux ères, en fait. On est un peu encore à l'ère Joel Embiid, mais on n'est pas loin de pivoter à l'ère suivante. Donc c'est pour ça que si c'est aussi ce cas-là, où en fait on arrive à un... Tu auras quand même des bons joueurs autour de lui, où tu auras Maxey, McCain, Paul George, j'ai pas de mal à le voir contribuer parce qu'il n'a pas eu de blessure grave, même s'il a été blessé la saison dernière. Par contre, Joel Embiid, c'est toujours le gros point d'interrogation. S'il est en bonne santé, bah, c'est tant mieux, et il aura sa carte à jouer dans un environnement compétitif. Par contre, si c'est toujours pas le cas, eh ben, au moins il faudra lui donner le plus de responsabilité, j'ai envie de dire, parce que bah, tu joueras rien. Après, c'est vrai que les Sixers ont quand même besoin d'être compétitifs, parce que autant le choix était protégé top 6 cette saison, là ce sera protégé top 4. Donc ce sera... Soit il faudra vraiment être très mauvais, mais on l'a bien vu avec le Jazz, les Wizards, même en étant très mauvais, bah ils n'ont pas été top 4 de draft. Donc je pense C'est les qu'ils ont Hawks qui vont le récupérer là, avec le pic des Pels. ouais. Et en plus, moi je pense que tu as quand même tout intérêt à être un minimum compétitif, même si tu joues le play-in, parce que bah... Dans tous les cas, le pic ira au KC, ou alors il faudra vraiment être très mauvais et encore avoir de la chance à la loterie. Bah, je pense qu'il y a vraiment deux saisons dans la prochaine saison des Sixers, dans le sens où tu iras le avant, après le Star Game. Souvent, on voit que Oui, c'est là où il y a c'est des moves ça. qui se font. Et qu'en fait, même la saison jusqu'avant le Star Game, c'est une saison où maintenant la régulière n'a vraiment plus d'importance. Donc, tu vas pouvoir tester un petit peu, et justement, tu feras une revue de l'effectif, et tu verras ou non si tu passes dans une autre ère, je pense, à partir du All-Star Game, en disant bah Embiid là, il peut toujours pas jouer. On essaie de faire ce qu'on peut, c'est plus un joueur NBA parce que bah, malheureusement les blessures l'ont eu. Et du coup là tu referas un petit peu le squelette de l'effectif à partir de ce moment-là. C'est là où enfin, tu as la trade deadline, donc tu as tous les trades, et tu as ce côté où bah, tu fais une refonte d'effectif, parce que est-ce que oui ou non tu tentes ton fameux run pour faire des playoffs. Est-ce que tu vois que je sais pas te back out dans le play-in, donc tu te dis bah en fait on a Paul George et Joel Embiid et on joue le play-in, autant dans ce cas-là je joue les places les plus bas, parce que ça sert à rien de jouer avec cet effectif là, et que du coup on casse un peu tout et on part sur Maxime McCann. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté double timeline qui pour l'instant ne pose pas de problème, mais qui peut-être au niveau du All-Star Game pourra poser problème en fonction du classement quoi. Bah oui, de toute façon, on le dit toujours, les Warriors, c'était un peu toujours le problème de rester sur cette double timeline, c'est jamais très positif. Mais c'est sûr que le seul problème que vont avoir les Sixers si jamais bah, ça ne marche pas, enfin en tout cas si Joel Embiid n'est pas en santé, c'est que il a un contrat encore de 4 ans il me semble, hein. Ils l'ont prolongé la saison dernière. Donc le problème c'est que ça va être quasiment intradable, donc ils vont être Ouais. obligés de se le traîner un peu comme un boulet. Mais par contre, bon bah tant pis, j'ai envie de dire, si tu le gardes dans ton payroll, mais par contre, bah, ils tenteront des paris, comme ils ont fait, comme tu as dit, après le All-Star Game, ils ont tenté plein de joueurs. On a vu des Shuma Oke qui est signé, ce genre de joueurs où ils ont un peu tenté des paris, et ce sera sûrement le cas cette année, si en tout cas ça marche pas. Euh, le joueur undrafted qu'ils ont sélectionné, je me rappelle plus de son nom, bah, il aura plus de temps de jeu. John Broom, qu'on va parler juste après, d'ailleurs c'est une transition toute trouvée, bah, du coup il aura plus de temps de jeu. Ce sera un peu des joueurs comme ça qui vont être qui peut-être qu'ils n'auraient pas eu beaucoup de temps de jeu, qui du coup là auront beaucoup de temps de jeu. Je pense que ça va se jouer comme ça. Donc bah, on peut passer, hein, je pense que VJ Edgecombe, on a un peu fait le tour du profil. Donc on va rapidement passer sur... Donc les Sixers avaient aussi un choix 35, donc du coup ils ont décidé de sélectionner le pivot de Auburn, qui est un senior.
qui est un joueur qui a eu plusieurs récompenses en plus cette année, qui est un gros joueur NCAA, donc qui s'appelle John Broome. Donc ils ont sélectionné au 35e choix. Choix qui m'a un petit peu étonné, parce que c'est vrai il y avait un autre joueur, en plus je viens de perdre son nom, le joueur de... Thiero était parti, je sais plus. Voilà, Adou Thiero, C'est voilà, ça. c'est le nom que je cherchais. Adou Thiero était encore disponible, et c'est vrai que moi je m'attendais à ce qu'il sélectionne, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a tellement un problème aux ailes, une profondeur qui manque un peu aux ailes au niveau des Sixers. Je m'attendais à ce que ce soit ce joueur-là qui sélectionne. Du coup, ils ont sélectionné John Broome. Si on doit faire un scouting report vraiment rapidement, qu'est-ce que tu aurais à nous dire, Jasper, sur John Broome? J'ai pas les playtaps en tête. C'est un joueur qui jouait énormément en post-up du côté de Auburn. Donc c'est une équipe qui joue pas forcément un basket très moderne, c'est-à-dire que je passe beaucoup par l'intérieur pour passer par l'extérieur, ce qu'on voit plus trop. Par contre, c'est un joueur qui s'est vraiment amélioré au fil des saisons, pour le coup. C'est pour ça que c'est un joueur qui est resté aussi longtemps ici et qui cette année, je ne sais plus s'il a le award du meilleur joueur, je crois que c'est Coupe Flack qui l'a eu au final, mais était jusqu'au dernier moment dans la course. C'est une équipe qui est allée très loin. Si on regarde le box plus manus et toutes les statistiques, on était dans un impact type Anthony Davis, toute proportion gardée bien sûr, hein. Je dis pas que Johnny Broome est Anthony Davis. Moi, c'est un joueur que j'ai souvent eu en plus en 30. Je trouve qu'il s'est vraiment amélioré dans son passing. Là où ça peut être un joueur de post-up très NCA à l'époque où en fait c'est juste un mismatch et je le prends et soit je vais au lancer, soit je mets un panier. C'est un jeu qui n'est pas forcément compatible avec l'NBA. Cette année, il y a beaucoup plus de passing, il y a vraiment des flashs de passe, même dos au panier, intéressant dans le sens où il a vraiment à voir ses coéquipiers. Il joue en plus avec Glenn Cardwell, qui est un joueur qui tournait à 30% au lancer. Donc en termes de spacing, c'était pas forcément le meilleur spacing et ça jouait à 2 7 enfin je crois que c'est un 6'10 Johnny Broome et Cardwell c'est 6'11 donc c'est pas de 7-footer mais en gros ça jouait à 2 bigs donc ça faisait un peu de high-low, il y avait des séquences intéressantes où on pouvait voir un petit peu de séquences au large où le shoot c'est quand même beaucoup mieux que les saisons dernières. Il a encore une mécanique un peu particulière je dirais mais même les pourcentages au lancer il y a du bon, donc il y a quand même pas mal d'aspects où s'améliorer, notamment je pense que c'est les aspects en fait très NBA, c'est-à-dire le passing, le shooting, et quand tu regardes les blocs, il n'a pas des pourcentages assez horribles. C'est vrai que c'est pas le joueur le plus mobile parce qu'il est assez lourd et que pour tourner ses hanches, c'est pas le plus fort. Par contre, je pense que sur des séquences de drop et sur un joueur de toute façon qui va être amené à jouer sur des séquences courtes, ça peut être intéressant. Je ne sais pas si c'est un joueur qui peut être amené du coup à jouer poste 4 ou tu fais vraiment tall ball sur certaines séquences. Je pense qu'on se fera vraiment quand même sur un poste 5. Mais dans l'aspect impact, parce qu'il est large et parce que si jamais il y a du switch et que tu vois qu'il peut mettre 2-3 paniers sur du switch parce qu'il a un certain toucher quand même et que le passing peut être intéressant sur des séquences de short roll, voire un peu de hub. Moi j'aime bien, de toute façon c'est des pics maintenant, des pics de fin de premier tour qui sont quand même qui sont pas énormément engageants et tu me disais hors antenne que c'était un joueur que les Sixers avaient en tête depuis un petit moment. Ça me choque pas parce qu'effectivement la progression pour le coup d'une recrue qui n'était pas forcément attendue à aujourd'hui un des meilleurs joueurs de collège reste intéressante. Oui, en plus, je crois que c'est un joueur qui était même pas enfin, il était dans une fac vraiment sous-réputée au début de Ouais. sa carrière NCAA. Et apparemment, il a gravi les échelons, mais il a toujours, en fait, il a toujours eu du succès, entre guillemets, enfin, il a toujours performé, que ce soit dans un contexte beaucoup moins fort, et même après, quand il est arrivé à Auburn. Et oui, c'est vrai que les Sixers, apparemment, c'est un journaliste des Sixers qui l'a dit que les Sixers, apparemment, le surveillaient depuis plusieurs saisons. C'est même lui, John Broome, qui l'a déclaré dans une interview là, quand il a été sélectionné par Philly. Et qu'en fait, les Sixers, ça faisait un moment qu'ils voulaient le sélectionner, qu'ils lui ont dit de rester en NCAA, de polir certaines choses dans son jeu, puis visiblement ça leur a plu, il était disponible encore à ce moment-là, donc ils l'ont sélectionné. C'est vrai que c'est un joueur un peu atypique, parce que c'est un gros joueur de post-up, et c'est vrai que tu le vois, il a performé grâce à ça, mais tu le vois tout de suite que ça va être difficilement transposable en NBA. Il pourra jamais, parce que c'était une attaque d'Auburn qui était vraiment construite autour de lui, où on se servait un peu de son post-up en tant que création. Bon, tu vois très bien que quand il arrive au Sixers, ce ne sera pas le cas. Même si par petites séquences, il n'aura pas autant de post-up.
Par contre, comme tu as dit, son passing, ses lectures sur short roll, je pense que ça, là-dessus, c'est des choses que j'ai vues par séquence, et ça, c'est des choses sur lesquelles on pourra le voir contre des bons NBA, même utilisant passing hub, parce que justement, je pense que des joueurs comme Maxi McCain ont besoin de ces joueurs en passing hub, et je pense que s'ils l'ont sélectionné, c'est parce que l'année dernière aussi, on a vu André Drummond utilisé dans ces séquences-là avec pas du tout de succès. André Drummond, quand tu lui donnais la balle contre un 4 contre 3, il savait pas quoi en faire et c'était problématique. Je pense que là, John Abrams, c'est un peu pour ça. Il y a peut-être un upside par rapport à ça où tu te dis, bah lui, il saura faire la bonne lecture. Si tu lui donnes la balle en 4 contre 3, il saura trouver le coéquipier ouvert. Sur des séquences de dribble end-off, il saura faire le passing hub. Parce que beaucoup de joueurs des Sixers en ont besoin. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont pris. Et comme tu as dit en défense, je suis pas non plus ultra fan, il est pas super mobile. Je pense que c'est plus un défenseur positionnel qui est plutôt bon, mais rien non plus de transcendant. Même si c'est vrai qu'il il a des bons chiffres. Par contre, c'est vrai que le rêve de Double Big que j'ai vu, moi j'y crois pas trop. Pour moi, on a affaire à un vrai poste 5 et je le vois pas jouer des séquences avec Embiid ou avec un autre intérieur. Je pense que il sera dans la rotation au poste de pivot. Il aura peut-être plus de minutes parce que, comme on l'a dit, si Embiid est blessé, puis de toute façon, même si, admettons, Embiid est en bonne santé, il va forcément rater des matchs. Donc, John Brown aura forcément des opportunités de temps de jeu parce qu'il y a des matchs où si Embiid joue pas, ce sera sûrement Bona en titulaire et du coup John Brown en remplaçant. Mais moi, il aura un petit rôle. Je pense en NBA et je pense qu'il aura même un rôle en G-League. Ouais. Je serais pas étonné qu'il le fasse beaucoup jouer en G-League et comme tu me disais en off, je pense que c'est un mec qui aura, vu qu'il a eu beaucoup de succès en NCAA dans un certain contexte, je le vois bien en G-League, je suis sûr que ce sera le type de joueur qui performera. Le 20-11 en G-League où ça, on avait par exemple des joueurs genre Oscar Tshiebwe qui avait tout défoncé en NCAA, qui a fait des perfs en 20-20 en G-League, ça me choquerait pas. En fait, c'est-à-dire qu'il va falloir faire mieux que les 20% à 3 points si tu veux être une line-up à 2 bigs, quoi. Pour le coup, oui, c'est ça. Même le passing, mais je crois que c'est encore pire, c'est 14% sur le catch and shoot à 3 points. C'est-à-dire qu'il est presque mieux quand il prend un pull-up. Ça, on a sur du temps. Mais c'est un joueur, en plus, en tout cas, par contre, en Summer League, pour le coup, lui, qui peut faire des perfs en Summer League de titan. C'est-à-dire que on va voir en Summer League que le joueur il est déjà adulte, il a déjà 23 ans. Il sait ce que c'est de jouer contre d'autres joueurs et pour le coup donc ne pas s'enflammer en Summer League, mais c'est un joueur qui peut trouver des minutes NBA. Je pense qu'effectivement si les Sixers ont vu qu'il y avait de l'amélioration dans les aspects défense, je pense dans le côté aussi il y avait un petit peu de second rideau parce que du coup Cardwell défendait plus au large et un petit peu de vraiment joueur qui reste assez longtemps dans la raquette et qui fait vraiment du drop. Il y a du progrès là-dessus sur les timings de compte parce que c'est pas non plus le joueur le plus vertical, c'est un joueur qui est assez lourd quand même. Et du passing, effectivement, on est sur un joueur potentiellement NBA, donc à voir son développement là-dessus. Ouais, tout à fait. Et en choix undrafted, c'est un peu le spot qu'aime bien Daryl Morey, donc ils ont sélectionné Hunter Sallis de Wake Forest. Je sais que c'est un choix qui a été... Enfin, j'ai vu que c'était beaucoup s'enthousiasmer de ce choix-là. Ne me demande pas sa place dans la draft 2024. Je crois que je vais l'avoir en 22, un truc comme ça. Donc, c'est un joueur que j'avais très haut l'année dernière, qui m'a pas forcément plu cette saison, qui a changé de rôle, qui a eu un rôle en fait beaucoup plus important et c'est pas forcément le rôle de lequel je voyais. Et en fait, tous les aspects où c'était amélioré l'année dernière, cette saison ici, c'est l'inverse. Par contre, on est sur un athlète plus, très explosif. On était sur la meilleure recrue de l'histoire de Gonzaga à une époque, et qui est un joueur qui a voulu aller à Gonzaga pour devenir un role-player excellent, selon lui. En tout cas, qui voulait suivre un peu ce rôle de Jalen Suggs, de tous les joueurs de Gonzaga qui ont excellé et ensuite qui ont plutôt bien adopté en NBA. Ça n'a pas marché. Il est allé très vite à Wake Forest pour rebondir. L'année dernière, il était vraiment un des meilleurs joueurs NCAA, une vingtaine de points, un shoot qui pose des questions, mais qui l'année dernière est monté jusqu'à 35-36%, qui cette saison n'est plus sur du 30%, je crois, et ça a encore un peu baissé, donc un peu dommage de voir que le shoot, ça s'est pas amélioré. Par contre, sur un très bon toucher du cercle, et sur un joueur, si on prend un petit peu justement le côté Gonzaga, qui est un joueur qui a su remplir un rôle de défenseur sur les ailes, et intéressant, qui a vraiment des côtés où il peut bouger off-ball,
et qui, effectivement, si on regarde un peu Wake Forest, si on regarde l'année dernière, qui a un bon petit pull-up, qui est très crafty, qui est très beau à voir jouer, en fait. C'est un joueur qui... moi, il me rappelait des fois, bon, attention, toute proportion gardée, Shai dans ce drive, c'est-à-dire un joueur qui glisse sur le terrain. T'as l'impression que tout est facile et qui joue en crocs ou je sais pas, qui joue avec des chaussures qui glissent. Et du coup, il y a vraiment un côté beau. Et en même temps, il y a un côté d'un joueur hyper explosif qui a mis des gros dunks cette saison. À voir. Peut-être que tu peux refaire une Justin Edwards bis. Et c'est un joueur pour le coup qui pourra jouer sur l'aile, même s'il n'a pas forcément une mensuration. Il a toujours joué un petit peu ailier. Et la wingspan, je crois que c'est 6'10. Donc pour le coup, lui, Il a une grosse wingspan. une grosse wingspan et un profil athlétique qui est assez vertical. Donc pour jouer, c'est à quel point en fait il est efficace en catch and shoot parce que si les shoots tombent pas, va pas être forcément efficace sur les autres aspects du jeu. C'est pas du tout un bon passeur. Donc à voir. Mais c'est un joueur pour le coup que quand tu regardes pas mal de boards quand même, je pense que pas mal de gens l'avaient drafté. Donc pas mal de gens je pense ont été surpris de pas le voir drafté. Donc pourquoi pas en faire un petit joueur NBA. Ouais, bah de toute façon, forcément les attentes sont pas grosses. C'est un joueur undrafted, c'est plus un pari. Ouais. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. De toute façon, Ça coûte rien pour une équipe NBA de toute façon. voilà, ça coûte rien. Je pense qu'il aura ils vont beaucoup le tester en G League. Et puis si jamais il y a des blessés ou on voit qu'il y a un trou béant, des joueurs blessés des fois à certains moments de la saison, peut-être qu'il aura un peu de temps de jeu. C'est un peu ce qui s'est passé avec Justin Edwards. Et c'est comme ça qu'il a un peu explosé et qu'il a un peu craqué la rotation des Sixers. Donc peut-être que ce sera ça. En tout cas, bon, forcément, on n'aura pas trop d'attentes sur lui. Bah écoute, Jasper, je crois qu'on a fait le tour pour ce podcast. En tout cas, vous pouvez retrouver Jasper sur le podcast Symbiose. Je crois que vous allez faire pas mal de bilans de draft. Non, on aimerait faire comme l'année dernière toutes les équipes. Ça va prendre un peu de temps. En fait, on aimerait faire toute l'équipe, du coup, chaque pick par équipe. Donc ça va être sous l'épisode de Brooklyn va durer 3 heures. Ouais. Et celui des Pels va être très marrant. Donc celui des Pels, pour l'instant, on se le garde. On veut que tout le monde soit présent parce que je pense que la récap des drafts des Pels va être très très marrante. Et puis il y a les free agency, donc c'est pas fini. Ils vont pas nous cesser de nous surprendre. Mais ouais, là on est en train de tourner. On a fini de tourner les Hawks, on a tourné les Hornets cette semaine. Donc normalement, on va avoir du contenu qui a sur cette draft. Et aussi un petit peu de Coupe du Monde. Là, c'est la Coupe du Monde U19. Et pour ceux qui ne savent pas quoi faire de leur journée actuellement, qui sont en télétravail, n'hésitez pas à regarder sur YouTube. C'est gratuit, on voit nos petits jeunes français, il y a les petits jeunes américains aussi à regarder. Il y a un certain Eiji Dimansa pour ceux qui savent. Donc voilà. Ok, et très bien. Et en tout cas, n'hésitez pas à aller écouter les podcasts de Symbiose, les retrouver toute l'équipe sur Twitter. Nous, je pense qu'on se retrouvera avec Amine après la Free Agency, puisque là, on est encore dans tous les moves, même si ça va être calme, je pense, du côté des Sixers. On attend la re-signature de Quentin Grimes. Il y aura peut-être 2-3 moves par-ci par-là de signature au minimum, mais rien de transcendant normalement. Mais on fera un épisode récap à ce moment-là. Voilà, je vous remercie. Salut. Ciao.